pourquoi quelqu'un unique termine sa vie comme son éminence, le cardinal Domenico Savelli. Donc, pourquoi ce changement de nom au cours de sa vie? Et vous allez voir qu'il y a quand même une raison que nous avons déterminée à partir des actes que nous avons trouvés. Ensuite, nous nous posons une deuxième question. Quelle est la formation initiale? Quel est l'environnement qui a fait que cette personne qui est née à Speloncat, fille d'un notaire, est devenue, à cette époque-là, un prêtre, et non pas un préfet, un administrateur, un capitaine, etc. Donc, quel est l'environnement qui a permis, qui a facilité la vocation de cette personne? La troisième question qu'on s'est posée, c'est il était à Rome. Il était abbé, mais des abbés corses à Rome, il y en a des tas à l'époque. Pourquoi lui va devenir un cardinal, c'est-à-dire un prince de l'Église? Lui, un petit corse issu de Speloncat. Alors à toutes ces questions, nous n'avions pas de réponse. Enfin, on les a cherchées et on a commencé par l'acte de baptême. L'acte de baptême à Saint-Michel. Alors d'abord, pourquoi Saint-Michel? À l'époque, il y a deux églises, Saint-Michel, Santa Gadali. Comme vous l'avez vu, on se situe à côté de Santa Gadali. Donc, ses ancêtres sont enterrés pour la plupart à Santa Gadali. Pourquoi Saint-Michel? Tout simplement parce qu'on est en 1792. Et en 1792, il y a eu la réforme, dite de la réforme du clergé, qui a été voulue par la Révolution française. Et cette réforme a fait en sorte qu'il y a une paroisse, une seule, à Speloncat, Saint-Michel. Et c'est pour ça qu'il est baptisé à Saint-Michel, et non pas dans la paroisse antérieure où étaient baptisés tous ses ancêtres, Santa Gadali. Alors, comment on peut lire ici, vous voyez, donc il est né la veille du 16, donc il est né le 15 septembre, et on lit que son père s'appelle Giovan Gregorio Vitale, on le voit là, très bien, et sa mère Agata, il n'y a pas de nom. Mais on voit bien que c'est Vitali. Donc, il est né Vitali. Quand on voit qui est son père, on va aller voir le recensement Choiseul. Le recensement Choiseul, c'est le recensement de 1769. Et là, on voit qu'il y a bien, dans le recensement, en 1769, un Gregorio Maria Vitali. Donc, le père du cardinal est bien recensé en 69 comme Vital. Mais on voit qu'il a une épouse qui s'appelle Martha. Or, la mère du cardinal s'appelle Agatha. Donc, il a eu une première épouse. Ensuite, on va voir de qui est issu Gregorio, ce père. On va voir les grands-parents. Et on apprend que le grand-père s'appelle François, et la grand-mère du cardinal s'appelle Chiara. Ça ne nous dit pas grand-chose, mais ce François, quand on cherche, on s'aperçoit qu'il s'appelle François Savelli et qu'il est originaire de Sant'Antonino. La mère s'appelle Chiara Vitali. Pourquoi prend-il le nom de la mère? Pourquoi le père du cardinal va-t-il prendre le nom de sa mère? Tout simplement parce qu'il y a un acte qui a été retrouvé, un acte de mariage entre Camillo Savelli de Sant'Antonino, qui a plusieurs enfants, dont un garçon qui n'est pas l'aîné et qu'il faut caser, et Chiara Vitali, qui est représentée par son père, Vitale et Vitali de Speloncat. Et on s'aperçoit que dans cet acte, il est dit que, après le mariage, les époux résideront à Speloncat et que les enfants s'appelleront Vitali. Donc, on a la réponse. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que la famille Vitali est en train de s'éteindre.
Vital et Vital, il a 2 garçons et 3 filles. L'aîné des garçons, qui s'appelle Grégory aussi, à 28 ans, il meurt, sans descendance. La famille se retourne vers le second, Jean Grégory, en disant ben, c'est toi qui vas assurer la descendance. Et Jean Grégory dit non, 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 moi je me destine à être prêtre, vous le savez, et je veux continuer à ma vocation de prêtre, donc il n'est pas question que je me marie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une des filles, il y en a une qui est mariée avec un legs de Félichette, l'autre et les 2 autres sont célibataires. On va choisir une des 2 pour assurer la descendance des Vitali. Et donc on va en faire l'héritière totale du patrimoine des Vitali dans le cadre de ce contrat qui va être passé avec un Savelli de Saint-Anthony. Donc vous voyez que le nom Savelli, en vérité, le nom du cardinal Savelli, c'est son vrai nom. Simplement, c'est une reprise de nom. Alors la question, c'est pourquoi reprend-il ce nom? Alors c'est pas lui qui va reprendre ce nom. On a dit il reprend ce nom à Rome. C'est pas vrai. Dans sa jeunesse, il s'appelle Savelli Vitali. C'est son père qui va reprendre les 2 noms, Savelli Vitali. Et il va les reprendre avant la Révolution française, à une époque où il devient notaire, en 1787. C'est le moment où il reprend le nom de Savelli. Alors vous allez me dire, mais il reprend son nom, oui, mais pourquoi? Quelle est la raison de... Il pouvait être le notaire Gregorio Vitali. C'était comme ça qu'on le connaissait. Pourquoi faut-il qu'il mette le nom de Savelli? Eh bien, on a la réponse avec 2 éléments qui vont nous éclairer. Le premier élément, ça va être que l'acte de baptême d'un des enfants, d'un des frères du cardinal. L'acte de baptême de Joe George en 1784. 1784, avant la Révolution française. C'est ça qui est important. On va voir que dans l'acte de baptême apparaît un parrain, par procuration, et ce parrain, c'est Giuseppe Gallone Dolmetto et son épouse. Pour ceux qui ont lu mon ouvrage sur la résistance corse après Fontenoy, ils savent que Giuseppe Gallone, c'est le plus farouche partisan de la monarchie française qui a lutté contre la résistance pauliste. Que vient faire ce Giuseppe Gallone comme parrain, à cette époque-là, du fils de Gregorio Savelli Vitali? Qu'est-ce qu'il vient faire? Quelle est la famille de Vitali? Gregorio Vitali a un père, on l'a vu, Francesco Savelli, qui est mort héroïquement en 1763 en se battant dans les troupes paolistes contre les matristes à Talone. Comment on va le voir? On va le voir en regardant l'acte de décès de Francesco Camille, c'est-à-dire le grand-père du cardinal. Il est mort à Talone ici. Alors vous dites, qu'est-ce qu'il faisait à Talone? Et quand vous cherchez, vous voyez qu'à Talone, il y avait des paladins qui étaient allés donner un coup de main à Paoli pour lutter contre les matristes qui tenaient la piève de Serre. Donc c'est une famille de paolistes. Quand vous voyez qui sont les parrains du père du cardinal, qui ont été choisis par ses parents, c'est Antonio Pizzini, un capitaine des troupes de Paoli, là aussi des paolistes. Qui il va épouser en seconde noces? La fille de Dominique Arrighi, lui aussi un pilier du paolisme. Que vient faire donc, c'est la question que nous sommes posées, que vient faire ce Gallone au milieu? Eh bien l'explication, elle est donnée par un autre acte. Le Senatus Consulte de Rome du 18 août 1783. Qu'est-ce que c'est ça? C'est
un abbé Savelli qui était à Rome, qui a fait reconnaître sa famille comme les nobles Savelli de Corse, héritiers des Savelli de Rome. Donc il a fait reconnaître la noblesse de la famille de Sant'Antonino. Donc vous comprenez bien, vous comprenez bien que cette famille de paolistes a besoin, pour obtenir le poste de notaire, de montrer patte blanche. Et donc, cette présence de Gallone, c'est tout simplement le fait que Grégorio, le père du cardinal, va, d'une part, se revendiquer d'être un noble, grâce à ce qu'a fait son cousin à Rome, a obtenu, et donc pour ça il faut qu'il reprenne le nom de Savelli, puisque c'est plus vital, c'est Savelli. Donc il va reprendre le nom de Savelli pour dire je suis un noble, et il va faire sa cour à Gallone, qui est très proche de Marbeuf, donc très proche de la monarchie française qui domine la Corse. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est en train de vouloir devenir notaire, et que la charge de notaire, qui est-ce qui en décide? Le roi de France. C'est le roi qui signe les charges de notaire, qui va être notaire. Et il va être notaire en remplacement de quelqu'un qui a 70 ans, qui est Marco Maria Carli, qu'on connaît, et qui voulait prendre sa succession. Mais pour ça, il fallait être agréé par le pouvoir monarchique. Et pour être agréé par le pouvoir monarchique à Bastia et à Versailles, il fallait être noble, donc Savelli, et il fallait être proche du nouveau pouvoir, donc montrer qu'on n'était pas des paolistes, qu'on était des bons sujets du roi. Voilà l'explication de la reprise du nom Savelli. Et puis les gens, comme le notaire va s'appeler Savelli Vitali, les enfants vont s'appeler Savelli Vitali. Vous allez retrouver des actes, et notamment la confirmation, mais vous allez retrouver la confirmation du futur cardinal. Il a 11 ans, il est appelé Domenico Savelli Vitali. Tout simplement parce que son père est le notaire Savelli Vitali. Simplement, quand il va arriver à Rome, on va être en 1818, après la Restauration. Et là, il va s'apercevoir qu'à Rome aussi, c'est important d'être noble. Parce que dans la curie romaine, il y a beaucoup de nobles, et quand on est noble, on est bien vu, on a des passerelles, etc. Vous voyez, donc c'est un monde dans lequel il faut se replonger pour comprendre que le nom Savelli va avoir cette importance et que c'est lié à cette reconnaissance de noblesse de 83. Alors, le futur cardinal, être le fils, non pas du premier lit, mais du deuxième lit. Son père s'est marié à 16 ans. Je vous avais dit, il a perdu son père. Donc il est quelqu'un de 16 ans, mais qui est avec sa mère, et donc il décide lui-même. Il se marie avec une femme de Speloncat qui a 28 ans. Et qui s'appelle Marta Giocanti. Ils auront 3 filles, dont la première a pour parrain Antonio Pisini aussi d'ailleurs. Il est veuf en 1773. Il se remarie, donc le père, avec Agatha Arrighi, dont on a parlé. Il aura 14 enfants avec elle. Et c'est l'époque. Il aura en tout 17 enfants. 3 du premier lit, 14 du deuxième lit. Sur les 14, il n'y en a que 8 qui survivent aux maladies infantiles, évidemment. Mais bon. Donc c'est une famille assez nombreuse, et une famille dont les enfants s'étalent sur plus de 14 ans. Donc il y a les aînés et les petits. Bon. Et Dominique et Orazio, c'est les petits. C'est les petits qui naissent en 92 et 95. Le notaire Savelli, donc,
quand son fils naît en 92, vous imaginez que les aspirations nobiliaires en 92, elles sont mises de côté. Donc il est enregistré comme vital. Voilà la raison pour laquelle il apparaît comme vital, parce que ça n'a plus aucune importance de s'appeler Savé sous la Révolution. Bon. Mais c'est simplement la raison de ce changement de nom. Alors, quand la Révolution arrive, naissance du futur cardinal et rupture immédiate de la Corse avec la France en 93. Donc la première enfance du cardinal, elle est dans cette Corse du gouvernement séparé, puis du royaume anglo-corse. Mais en 96, revient la République française. Et la République française, elle revient avec quoi? Elle revient avec une politique anti-religieuse. On l'a oublié, mais la Convention, et la Corse a échappé à ça au départ, jusqu'en 96, a fait une politique anti-religieuse, en disant la religion, elle est destinée au privé, mais aucune manifestation publique de la religion catholique n'est autorisée. Donc les confréries n'existent plus, les cloches n'en parlons pas, etc. Et il y a pas mal d'églises transformées en quoi? En dépôts. Donc on veut éradiquer la religion catholique jusqu'à quand? Jusqu'au Concordat de 1801. Et dans cette période-là, les Corses se révoltent. Vous avez la révolte de la Crocetta, dont on a parlé l'autre jour. La révolte de la Crocetta, elle se fait au nom de quoi? De la religion et de la patrie corse. Et quand le chef de la Crocetta, qui est Augustin Jaffé, va être fusillé, il va dire, moi, je me suis engagé, j'ai accepté de m'engager pour ne pas trahir ni ma religion, ni ma patrie, la Corse. Et il va mourir en disant « E viva Paoli ». Voilà ce que c'est la Crocetta. Mais la Crocetta, Speloncat y a participé et a été entouré par les armées révolutionnaires. Alors, vous me direz, ça se passe en 1798. Le cardinal est petit, il a 6 ans. Mais ça va marquer, non pas le cardinal, mais tous les prêtres qui vont le former. Tous les prêtres qui vont le former vont être des réfractaires, c'est-à-dire des gens qui ont souffert de cette politique antireligieuse et qui se sont révoltés contre cette politique antireligieuse. En 1800, il y a de nouveau une révolte au nom de la religion et de la patrie corse. Et là aussi, la Balagne se révolte. Et il y a 11 exécutions qui sont faites par les républicains à Belgodère. Et quand vous voyez les noms des gens exécutés, vous savez que c'est des amis des parents du cardinal. C'est des gens qui connaissent. Des gens qui sont exécutés parce qu'ils se sont révoltés contre cette politique. Donc c'est une ambiance où, quand va arriver la nouvelle qu'en 1799, les soldats républicains sont arrivés à Rome, ont enlevé le pape Pie VI et l'ont amené avec eux, prisonnier, et qui va mourir à Valence. Vous voyez ce que ça fait pour des gens qui sont de fervents catholiques, qui souffrent de ne pas pouvoir, je dirais, vivre leur vie catholique, d'apprendre que les républicains ont enlevé le pape et que le pape est mort à Valence. Et c'est cette ambiance-là dans laquelle il vit sa jeunesse. Donc une ambiance où la religion a été attaquée. Heureusement, va arriver le Concordat. Et le Concordat, ça va permettre que les églises ouvrent. Qui est de nouveau un évêque, parce qu'il n'y avait plus d'évêque, évidemment. L'évêque vient faire les confirmations. Vous savez combien il confirme de personnes sur Speloncat? Il confirme 96 enfants.
Ben, c'est tout ce qui avait été baptisé par les prêtres, notamment par des prêtres réfractaires, et qui n'avait pas pu être confirmé avec plus de donc 96 enfants. Donc c'est perçu le concordat comme ça y est, l'Église repart, l'Église peut de nouveau s'exprimer, la foi peut de nouveau s'exprimer. Et le futur cardinal, il va être entouré par des prêtres réfractaires qui vont être ses formateurs. Parmi eux, la famille de sa mère. Et pourquoi la famille de sa mère? Parce que son père, qui lui était notaire, juge de paix, prudent, qui était pas mal avec les républicains, et pas mal, il est toujours du bon côté de... lui, malheureusement, il meurt en 1801. Et sa mère, 1801, vous voyez donc il a 9 ans hein, quand son père meurt. C'est-à-dire qu'il a eu une formation initiale, mais pas une formation de clerc. Et sa mère va aller dans la maison du deuxième lit de ses frères. Et dans cette maison, il y a qui? Ben, il y a 3 prêtres réfractaires. 3, pas un, 3. Hein, qui vont être des gens qui sont des gens qui ont fait leurs études à Rome. C'est des gens, des prêtres réfractaires lettrés, et qui vont former le jeune Domenico Francesca à être un futur clerc, un futur prêtre. Donc vous voyez que la formation qu'il va avoir, c'est une formation qui est faite par des prêtres qui ont souffert que l'Église ait été attaquée par les pouvoirs politiques. Donc, ils vont former le cardinal Savelia avec cette idée qu'il faut vraiment que l'Église soit indépendante des États, et que la meilleure indépendance des États, c'est quoi? C'est avoir des États pontificaux. Alors, on peut peut-être passer à la suivante. Hein? Voilà, là, vous avez Calonne. Voilà. Ça, c'est une des personnes qui va former le cardinal Savelia. C'est Domenico Arrighi. Domenico Arrighi qui est le cousin germain plus âgé évidemment du cardinal,